Honnêtement, il se passe pas une semaine sans que j'entende quelqu'un quelque part écrire ou prononcer les lettres TDAH. C'est-tu moi où on est littéralement en train de vivre une épidémie? Pour échanger sur la question, j'ai invité Patricia Lemay, conseillère marketing, entrepreneur en ligne et maman qui s'est donné la mission de normaliser avec humour et bienveillance ce qu'est la vie de famille avec 3 enfants neurodivergents. Karine Fontaine, femme aux multiples projets, technicienne en travail social diplômée et grande passionnée de gestion, diagnostiquée TDAH à l'âge de 23 ans. Ainsi Koya Sekoya, spécialiste en sciences de l'éducation, accompagnatrice pour les femmes neuroatypiques et initiatrice de la communauté bienveillante TDAH au naturel. Spoiler, je suis pas mal certaine que tout le monde va se sentir concerné par ce qui a été partagé dans cette entrevue bonbon. J'ai plutôt hâte de savoir ce que t'en as pensé. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Salut, bienvenue sur cette nouvelle table ronde, un sujet qui me tient tellement à cœur, un sujet, je crois aussi, qui fait réagir beaucoup de gens. On en entend parler de plus en plus et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être entourée de 3 magnifiques humaines pour venir en parler, pour venir débattre de la question en fonction de leur expérience personnelle et professionnelle. Donc, je reçois aujourd'hui Patricia, Karine, Oyak. Salut les filles! J'aimerais ça en quelques mots, si ça vous tente, que vous vous présentiez à nous et que vous nous disiez en fait pourquoi vous êtes invités sur une table ronde qui parle du TDAH aujourd'hui. Donc, je commencerai avec Patricia. Salut Annie! Premièrement, je suis super contente d'être ici. En fait, maman de 3 enfants, 3 grands-enfants maintenant, 13 ans et 2 fois 10 ans. Je suis contente d'être parmi vous parce que, assurément, tu m'as invitée sur ce podcast-ci parce que j'aime utiliser ma voix sur les réseaux sociaux pour normaliser le quotidien, en fait, d'un parent, mais aussi le quotidien avec les enfants d'un parent qui a 3 enfants TDAH. Et chez nous, il y a de l'impulsivité en plus. Donc, voilà, fait que je pense que je vais être capable de venir donner mon avis ici puis jaser avec vous autres sur ce sujet-là en tant que parent. Super, je te remercie. Karine. Allô? Salut. Donc, mon nom, c'est Karine, comme tu as dit. Je sais que tu voulais qu'on se présente un peu. Donc, moi, je suis coordonnatrice de service dans un concessionnaire. J'ai aussi créé l'entreprise Gestion Rubik. Peut-être qu'on connaît plus il y a quelques années, qui est principalement autour de la gestion et l'organisation. Entreprise qui est présentement en réorganisation pour justement rallier tout ce que j'ai envie de faire et qui fait du sens. Donc, en lien avec le TDAH, mes études en travail social, aussi mes forces en gestion. Donc, on verra ce qui émerge de ça. J'ai aussi un podcast dont Annie fait partie et 1 million de projets. Donc, ça change jamais. Je pense que tu m'as invitée parce que je suis diagnostiquée TDAH depuis que je suis jeune adulte. Ça a été, j'en parle souvent, mais ça a été ma plus grande souffrance, mais aussi mon plus beau défi que j'ai relevé. Donc, je pense que effectivement, en fait, je suis vraiment contente qu'on me donne une voix pour en parler, pour démystifier, puis peut-être que d'autres gens se reconnaissent là-dedans. J'ai toujours dit que si j'avais un livre à écrire un jour dans ma vie, même si c'est vraiment pas une aspiration, ce serait là-dessus, ce serait sur le TDAH. Donc, je pense que c'est pour ça que tu m'as invitée. Absolument. Oui, puis aussi parce qu'on va le voir par ma question, mais tu fais partie des personnes avec qui j'ai eu cette discussion de parler un peu du phénomène, de qu'est-ce qui se passait actuellement dans la société par rapport à ça. Fait que
Je dirais même que tu as peut-être un peu inspiré le sujet, hein? Donc, voilà, merci d'être là, Karine. Oya, maintenant. Bonjour, bonjour. Merci pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir. On m'appelle Oya Sequoia et j'ai la communauté et l'entreprise qui s'appelle TDAH au naturel. Donc, depuis 2017, j'accompagne les gens qui ont un déficit d'attention. Je suis spécialiste en sciences de l'éducation et mon champ d'expertise, c'est vraiment le déficit d'attention. Donc, je pense qu'on avait à quelques reprises échangé sur le TDAH aussi sur les réseaux sociaux. J'aime démystifier le déficit d'attention, j'aime parler de mon expertise et je me sers beaucoup de mon quotidien pour essayer de modéliser les stratégies qu'on peut mettre en place vraiment pour apprendre à vivre avec le TDAH. J'aime beaucoup la façon dont tu en parles, justement, parce que oui, on est dans la normalisation, mais on est aussi dans la diversification des stratégies. Tu sais, c'est pas « Ah, voici ce que c'est et voici ce qu'il faut faire ». Tu sais, c'est plus « Apprends à te connaître, découvre-toi ». Puis tu sais, c'est ça que j'aime aussi. Et je pense que ton message rejoint un public qui est très large. D'ailleurs, j'ai recommandé ton compte à mon adolescente de 13 ans. Puis ben ça vient me chercher moi aussi, puis ça vient la chercher elle aussi. Fait que je trouve ça le fun parce que n'importe qui peut te suivre, que ce soit un parent qui a un enfant avec un déficit de l'attention ou une personne qui a un déficit de l'attention, ils auront quelque chose de super intéressant à aller chercher là, au niveau des contenus que tu partages sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Ben merci à toi encore une fois pour l'invitation. Puis j'aimerais rajouter que ce qui est super important pour moi, c'est d'aider les gens à écouter les manifestations du TDAH. Je pense que c'est pas quelque chose contre lequel on doit se battre, qu'il faut vraiment l'accueillir, l'intégrer, puis juste voir comment il se manifeste à nous. C'est ça qui permet de choisir, dans le fond, les stratégies qui vont être utiles. Exact. Puis ça fait un lien avec mon approche à moi aussi par rapport à la santé mentale, à l'anxiété, la dépression, le stress, l'épuisement, justement, que c'est pas une question de se battre contre, mais plus de se découvrir. Puis étiquette, pas étiquette, au final, tout le monde gagne à s'écouter et à trouver des stratégies qui font du sens, qui sont alignées avec qui ils sont, elles sont. Alors, merci encore. Donc, on va rentrer dans notre sujet aujourd'hui, la question à débattre. Je sais pas pour vous, les filles, j'ai une petite idée quand même pour certaines, mais personnellement, moi, j'entends très, très, très régulièrement des gens s'auto-proclamer TDAH par-ci, TDAH par-là, dans toutes sortes de contextes. Puis des fois, ben, mon petit doigt me dit que ces personnes-là sont pas forcément diagnostiquées. Je vous donne un exemple. Je donnais une conférence récemment, puis une personne était un peu distraite, puis elle dit « Ah, je dois être TDAH ». Donc, on entend ça vraiment beaucoup et de plus en plus. Et on voit aussi de plus en plus de ressources, de comptes sur les réseaux sociaux, de contenus d'articles. Bref, je me demande, est-ce qu'on est en train de vivre une épidémie de TDAH d'après vous? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vous entendre sur la question, Patricia. Ben, épidémie, je sais pas... c'est fort quand même comme terme, là, mais c'est sûr et certain que, ben, je suis peut-être plus vieille que certaines ici aussi, mais tu sais, moi, je me souviens dans le temps, ça fait drôle quand on dit ça, dans le temps, mais tu sais, je veux dire, les petits tannants qu'on les appelait parce qu'il y avait pas de diagnostic à l'époque, tu sais, c'était un pupitre en dehors d'une classe, puis c'était ça comme la réalité, tu sais, des petits tannants d'être pris à l'extérieur de la classe parce que soit ils bougeaient trop, soit ils écoutaient pas, soit... Fait que c'est sûr que là, peut-être qu'on en parle plus parce qu'on a mis des mots sur des choses, sur des en fait, sur des états de santé mentale qu'on ne connaissait peut-être ou qu'on connaissait moins à l'époque. Mais je suis d'accord avec toi que pour l'avoir vécu déjà avec les 3 miens, je trouve des fois qu'on va vite dans le, tu sais, on donne rapidement, je trouve, un diagnostic qui pourtant englobe tellement de choses quand tu commences à creuser, à faire toutes les étapes pour avoir l'évaluation et le diagnostic ensuite. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste l'hyperactivité, tu sais. Il y a tellement d'autres choses à évaluer, mais ça reste quand même que ces gens-là qui n'avaient pas de diagnostic à l'époque, et on sait que le TDAH est aussi héréditaire, c'est un gène qu'on peut transmettre, en fait. Tu sais, c'est sûr que ces gens-là, s'ils le savaient pas à l'époque, ben, tu sais, les enfants ont des chances de l'être. Mais oui, je suis d'accord de dire avec toi que je pense que, tu sais, le diagnostic se fait vite. Les autodiagnostics aussi se font vraiment rapidement sur une base pas nécessairement... C'est qu'on associe peut-être des traits à ça directement. Donc, dès qu'on manque de concentration, qu'on est distrait, qu'on est dans la lune, clac,
TDAH. Alors que, on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard, c'est beaucoup plus que ça, on s'entend, Tellement. et que tout le monde peut manquer de concentration, tout le monde peut être distrait sans forcément avoir un déficit de l'attention, on s'entend. Exact. Donc, Oui. oui, t'as raison, puis j'aime que tu fasses référence un peu à comment c'était il y a une époque, hein? Parce que oui, effectivement, c'était le début peut-être. Bon, moi, je vais avoir 40 ans dans vraiment pas longtemps. Et c'était le début où on commençait à entendre parler de ça. On parlait de Ritalin. Et après ça, évidemment, ben les choses ont été de plus en plus connues. On a commencé à distinguer aussi tout ça. Bref, donc oui. Alors, de ton point de vue, OK, oui, on en entend plus parler, pas forcément une épidémie. Donc, merci de ton partage, Karine. J'ai envie de rebondir un peu sur ce que vous dites parce que, bon, tu parles que tu as 40 ans, mais moi, justement, si je vais dire plus 25 ans, là, quand j'étais au primaire et tout, mais justement, le fait de se sentir mouton noir ou différent ou vraiment pas dans un monde qu'on se reconnaît, moi, c'était ma réalité là, à l'école, mais extrêmement. Puis, c'était pas connu du tout. Là. Il y avait pas de... C'était justement des propos... t'es dérangeante, tu tournes tout le temps, t'écoutes jamais. C'était vraiment des termes comme ça. Puis, je sais qu'en évoluant, ben c'est de mieux en mieux, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je pense aussi que c'était tellement méconnu que, puis là, je parle pour moi, mais mes parents, moi, c'était catégorique. Ils voulaient rien savoir, là. Tu sais, c'est comme un peu un deuil de comme, non, elle a pas ça, puis ça existe pas, puis personne a ça. Je pense qu'aujourd'hui, les parents sont plus ouverts à trouver des solutions, en fait, puis des stratégies, mais moi, c'était très, très, très fermé par rapport à ça. Donc, ça, je voulais juste rebondir par rapport à ça parce que je me suis comme reconnue là-dedans. Je pense personnellement, moi, qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de plus en plus du TDAH. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. On va en parler plus pour normaliser et comprendre, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, même les conversations, on l'entend un peu plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le TDAH pour expliquer certains comportements. Donc, vous l'avez nommé, là, mettons... un peu hyperactif ou tête en l'air, les gens vont dire comme TDAH. Puis je me rappelle justement, je pense que c'est Oya qui avait partagé ça, un podcast de quelqu'un qui avait dit comme on a tout un peu un TDAH, puis j'étais comme non. c'est pas la réalité, puis des fois c'est plate justement, mais je pense que c'est comme ça pour tous les troubles de santé mentale. Puis je repense, tu sais, juste quand on change souvent d'idée, on peut utiliser des termes ben bipolaires, tu sais, elle change tout le temps d'idée, mais c'est plus que ça. Puis je repense à mes cours de psychologie où quand on évaluait chaque trouble de santé mentale, on ressortait puis on pensait qu'on était anxieux, bipolaire, schizophrène, on pensait qu'on avait tout parce que on se reconnaît un petit peu dans chaque symptôme de ces troubles-là. Donc oui, je pense que c'est inconscient puis c'est naturel de faire ça. Est-ce que c'est une bonne habitude? Non, je pense pas. Mais on va pouvoir parler des conséquences par la suite, mais tu sais, t'as raison que, par exemple, l'anxiété, c'est une émotion, mais il y a une différence entre ressentir de l'anxiété et avoir un trouble anxieux. Dans toutes les sphères de ta vie, c'est ça. Exact. D'un autre côté, cette certaine visibilité-là, ça l'a mené à une certaine banalisation aussi du TDAH. Fait que je suis comme mitigée dans les deux côtés où, oui, il y a une épidémie où on en parle vraiment plus, mais l'épidémie fait en sorte qu'on banalise peut-être un peu plus aussi, dans le sens que oui, c'est ça, on en parle plus, mais c'est peut-être mal compris des fois. J'ai envie, Oya, de te passer la parole par rapport à ça, puis justement peut-être d'aller approfondir la question, tu sais, quand on dit épidémie, est-ce qu'il y en a vraiment plus ou est-ce que c'est que justement on est mieux outillé pour le comprendre? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a plein de volets super intéressants à cette question-là. Premièrement, ce neurotype-là existait avant, même s'il y avait peu ou presque pas de diagnostic. Donc, le TDAH est présent depuis vraiment longtemps dans notre société. Aujourd'hui, il y a effectivement plus de diagnostics, mais c'est quelque chose qui a toujours été présent. Donc, j'aimerais aussi mettre quelque chose au clair que je nomme pas mal dans toutes les entrevues ou les podcasts que je fais. Pour moi, le TDAH, c'est pas quelque chose que tu es, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Donc, je dis que j'ai un TDAH, c'est pas quelque chose que je suis. Puis je pense que la différence, elle est majeure après sur l'impact que ça a sur nous puis notre façon de nous percevoir. Maintenant, je pense que ça a été nommé tantôt, le fait de dire « Ah, je suis distraite, j'ai un TDAH. » L'autre jour, j'étais sur le bord de la piscine, puis mon voisin de chaise a dit « Ah, je trouve pas mes clés d'appartement, je dois avoir un TDAH. » Fait que je pense qu'on va vraiment regrouper des comportements qui sont de l'erreur humaine ou de la nature humaine, c'est vraiment juste normal, mais qu'on va vraiment comme nommer le TDAH comme étant une excuse, alors que ça vient blesser les gens qui en ont vraiment un,
puis qui vivent des défis au quotidien avec ça. Dans les femmes que j'accompagne, tu sais, il y en a pour qui c'est vraiment souffrant. C'est vraiment tannant de voir cette banalisation-là, en fait. Je pense aussi que c'est plus facile de remettre en question le fonctionnement de son cerveau que de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes habitudes de vie qui fait en sorte que je suis une personne plus distraite? Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attentes par rapport aux performances, que les gens vont parfois avoir des habitudes de vie comme se coucher tard, oui, être souvent devant les écrans, l'alimentation sera pas nécessairement optimale, il y aura pas de pratique physique non plus, ce qui amène à vivre des manifestations qui s'apparentent au TDAH, mais ça ne veut pas dire que c'en est un. Il y a les gens qui naissent avec un fonctionnement cognitif vraiment différent. Donc, la différence, elle est vraiment au niveau neurologique. Et il y a des gens qui vont vivre d'autres facteurs externes ou internes dans leur vie qui vont amener à des manifestations qui s'apparentent au TDAH. Mais si, exemple, une personne, je vais prendre un enfant, ses parents se séparent, l'enfant doit déménager. Soudainement, l'enfant semble vraiment distrait à l'école. Il y a de la difficulté à porter attention. Il y a de l'hyperactivité qui rentre en jeu. L'aspect émotionnel peut amener ça. L'enfant peut développer ces manifestations-là comme un mode de protection. C'est la même chose pour les adultes. Fait que si un adulte a des troubles du sommeil depuis plusieurs années, ben ça se peut que la personne ait de la difficulté à se concentrer. Mais si tu règles cette problématique-là, probablement que les manifestations vont partir. Fait qu'il y a des gens qui le vivent tout le temps, dans plein de sphères de leur vie, puis il y en a d'autres qui c'est vraiment des facteurs qui vont amener à vivre des choses qui s'apparentent au TDAH, mais ça va pas nécessairement en être. Oui, puis c'est une clarification tellement importante parce que ça nous ramène dans notre pouvoir aussi. Même si c'est challengeant, même si c'est inconfortable, des fois, de prendre conscience que certaines de nos habitudes peuvent nous amener là, ça reste qu'on a du pouvoir d'action, puis ça fait du bien de l'entendre aussi. Mais là, comme Karine, tu nous as parlé de banalisation, toi aussi, Oya, effectivement, des fois, la ligne est mince. On est content d'en entendre parler, on est content qu'il y ait une normalisation qui soit faite, mais j'ai l'impression, puis vous me direz ce que vous en pensez, que les humains ont besoin de mettre des mots sur les choses et que là, TDAH est devenu un petit peu le qualificatif, l'adjectif pour qualifier des états sans que ce le soit vraiment de façon spécifique. Puis c'est peut-être ce qui engendre une banalisation. Toi, Patricia, par exemple, comme parent, est-ce que tu le vois chez d'autres parents qui vont utiliser ce genre de commentaires-là pour décrire leurs enfants sans forcément qu'il y ait de diagnostic? Est-ce que tu l'as déjà remarqué autour de toi? Moi, ce que je remarque beaucoup, Annie, c'est l'inverse, en fait. Je pense que les gens ne veulent pas aller au fond des choses. Puis pour avoir fait les évaluations, tu sais, puis je veux mettre mon expertise de parent là-dessus parce que je suis pas une professionnelle de la santé, mais je veux dire, pour chacun des diagnostics, quand je suis allée à Sainte-Justine, que ce soit pour le TDAH, la Tourette, l'autisme, il y a tellement de facteurs à venir cocher, puis il faut que tu aies un grand nombre de ces symptômes-là ou facteurs-là ou habitudes-là pour avoir... Oui, c'est pas circonstanciel, non, là, on s'entend. Exact, là, il y a vraiment, tu sais, des cases à cocher pour avoir éventuellement un diagnostic, tu sais. Puis, ben, de ce que je me rends compte des parents autour, pour avoir comme vu ça un peu aller, je pense que des fois, tu sais, les enseignantes voudraient mettre les parents sur des pistes parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des diagnostics et c'est parfait aussi, mais je pense que, tu sais, des fois, ils ont un œil, tu sais, dans la classe, tu sais, comme, ils ont certains symptômes qui, eux, jugent peut-être que ça nécessite une attention particulière ou quoi que ce soit, puis j'ai vu beaucoup de parents faire comme, ah, mais j'étais de même quand j'étais jeune, moi aussi, je bougeais tout le temps, puis son cerveau va finir par se placer en vieillissant. Ça, je l'ai tellement entendu souvent, fait que non, je vois vraiment plus l'inverse, je te dirais, que... Au niveau des parents, avec leurs enfants, que peut-être c'est plus facile d'être dans le déni. Oya, tu voulais réagir à ça? Oui, je suis dans le domaine de l'enseignement, puis je dois dire qu'effectivement, la maturation du cerveau joue pour beaucoup. Fait qu'il y a plusieurs choses au niveau des fonctions exécutives, la capacité d'attention, de l'hyperactivité qui vont se placer avec le temps. Même si c'est un TDAH, il y a plusieurs choses qui vont devenir peut-être un petit peu plus faciles. Mais aussi, par rapport aux enseignants, aux enseignantes, on ne devrait pas poser de diagnostic. À partir du moment où tu nommes à un parent, je pense que votre enfant a un TDAH, la perception de l'adulte change par rapport à son enfant. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment retourner en arrière. Fait que j'essaye au quotidien de sensibiliser le personnel enseignant à cet élément-là. C'est pas à nous de poser un diagnostic. Nous, on doit observer les manifestations.
voir qu'est-ce qui se passe dans la classe et agir en conséquence. L'enfant peut bénéficier d'aide, d'adaptation et ce, sans diagnostic. Fait que les parents qui pensent que vous êtes obligé d'avoir un diagnostic pour avoir de l'aide, c'est pas le cas. Si ton enfant a besoin de plus de temps pour un examen, c'est au rôle de l'enseignant d'essayer d'adapter sa classe sans nécessairement obliger le parent à aller chercher des diagnostics. Certains le font plus facilement que d'autres. Je peux parler par expérience puisque moi, ma fille vient tout juste d'être diagnostiquée à son entrée au secondaire et justement au primaire, il y avait certains besoins d'adaptation. Certaines enseignantes avaient l'ouverture, d'autres un peu moins. A quand même fallu aller se battre, négocier, lever le ton des fois pour être entendu. Fait que c'est sûr, je suis d'accord avec toi, puis c'est même inscrit, puis c'est une psychoéducatrice qui me l'a dit, ce n'est pas une nécessité, mais ça demande peut-être un effort supplémentaire de la part du parent puisqu'il manque tellement de ressources. Puis en même temps, j'arrive à le comprendre qu'on va aller prioriser des enfants qui ont déjà des plans d'intervention, qui ont déjà des professionnels dans le dossier. Mais effectivement, des fois, ça demande un challenge supplémentaire. Puis c'est peut-être pas tous les parents qui ont les capacités, les ressources d'aller le faire, qui vont oser aller parler un petit peu plus fort pour dire, regarde, mon enfant a vraiment des besoins. Mais je suis d'accord avec ça. Puis c'est important de l'entendre aujourd'hui. Je pense que n'importe quel enfant, de toute façon, le parent a un mot à dire avec une discussion avec l'enseignante pour s'assurer qu'il puisse avoir un contexte éducatif qui est favorable à son développement. Mais la réalité sur le terrain, puis tu l'as vécu récemment, mais la réalité sur le terrain est parfois différente de ce qu'on espérait et ce qu'on pense est idéal pour le développement des enfants. J'ai un diagnostic depuis l'âge de 6 ans, puis ça a toujours été difficile de mettre en place ces mesures d'adaptation-là. Fait avec ou sans diagnostic, je pense que ça demande, comme tu dis, beaucoup de patience et de négociation. C'est dommage. On n'aimerait pas avoir besoin de dire ça, malheureusement, mais à force d'en parler peut-être, ça je pense que ça fait partie des points positifs à en parler plus, de voir les milieux peut-être évoluer, être plus conscients, plus à l'écoute. Parce que oui, effectivement, en lien avec ce que tu as partagé, Patricia, les milieux sont beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient peut-être il y a 25, 30, 40 ans, mais ça reste que dans certains milieux, il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il n'y ait pas de raccourci qui soit pris non plus aussi. Tu sais, par exemple, de catégoriser un enfant, de le mettre un peu de côté puis de dire, ben lui, de toute façon, il n'y a rien à faire avec lui, hein? Ça, on l'entend encore parfois. Karine, tu nous en as glissé un petit mot au niveau de la banalisation. Toi, comment est-ce que tu te sens quand tu entends des gens faire ce genre de commentaires-là? J'aime ça parce que vous parlez beaucoup des enfants puis des écoles, mais il y a aussi les milieux de travail, il y a aussi les couples, les groupes d'amis. Il y a tellement, je trouve, c'est tellement large, pas les manifestations, mais à quel point des fois on peut se sentir un petit peu mouton noir, comme je le disais tantôt, ou que c'est méconnu par les autres. Puis moi, je viens de recommencer, ça va faire 1 an, à un milieu de travail. Puis cet aspect-là m'a vraiment surprise, en fait, de juste le nommer puis de me dire « Wow, moi, si quelqu'un nommait ça, je trouverais ça cool parce que je comprendrais que je pourrais intervenir différemment ou je m'adapterais à la personne. Peut-être une capacité que j'ai à la base. » Mais je trouve ça important, tu sais, souvent, mettons, avec mon conjoint, de l'éduquer un petit peu sur comment mon cerveau réfléchit ou évolue pour mieux qu'on se comprenne ou même des amis. Puis ça, des fois, je trouve ça dur parce que je pense que c'est banalisé comme elle a un TDAH, tu sais, un TDAH, c'est pas connu. C'est pas vraiment grave. Non, c'est ça, c'est comme une grippe, là, tu sais. Puis c'est fou comment ça a évolué aussi, puis je pense que c'est important d'en parler plus parce que ça fait partie du quotidien de tout le monde, c'est sûr, sur ça. Je pense qu'on a vraiment juste des avantages à mieux le connaître, mieux le découvrir, puis c'est ça, je trouve ça beau quand les gens en parlent plus, puis partagent un petit peu plus leur histoire. Ça permet une certaine ouverture à ce sujet-là. Mais moi, je trouve que c'est encore très, très, très banalisé. Comment ça te fait sentir quand quelqu'un à côté de toi qui fait juste l'amalgame de dire, je suis distraite, j'ai un TDAH par rapport à toi, ton vécu, parce que, tu l'étais déjà à l'enfance, mais t'étais pas diagnostiqué, donc t'en parles souvent, ça t'a amené beaucoup de souffrance. T'as eu ton diagnostic au début de l'âge adulte, ça t'a permis de comprendre certaines choses que t'as vécues dans ton histoire, mais quand tu vois ça, justement, que des gens peuvent utiliser ce terme-là un peu comme un adjectif, est-ce que ça te ramène à ton vécu, à ton histoire un peu? Un peu parce que c'est sûr que, mettons, moi, personnellement, ça a beaucoup joué sur mon estime personnelle. Énormément parce que justement j'étais un mouton noir où je levais pas ma main parce que je savais que ma question allait être peut-être considérée comme stupide, tu sais, je peux pas poser cette question-là, les gens vont penser quoi, fait
c'était tout le temps comme ça, ou les groupes d'amis où les gens se partageaient les notes. Moi, je voulais pas être là-dedans parce que j'étais pas aussi bonne. Bon, elle est intense, elle est émotionnelle, elle pleure tout le temps. Fait que c'était tout le temps des termes un petit peu choquants. Puis je pense que je t'ai partagé dernièrement, je faisais le tour de mes bulletins scolaires, là, tu sais, Karine, encore une fois, tu déranges tout le temps, fais attention, t'oublies toujours, tu sais, c'était tout le temps de la négativité, en fait, qui m'a amené un peu à faire, mon Dieu, OK, je suis jamais correct. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine anxiété qui s'est développée par rapport à ça, des troubles alimentaires. Tu sais, je dis pas que c'est que à cause de ça, mais toute cette évolution-là du méconnu, je pense, a contribué à ça c'est sûr. Dès que tu as un diagnostic puis que tu comprends, en fait, pour moi, ça a été un soulagement parce que tu comprends que, OK, il y a quelque chose, il y a une raison, ça soulage beaucoup puis ça te permet de mieux comprendre, de mieux te comprendre, de comprendre que t'es pas brisé, en fait. Fait que quand les gens banalisent ça, oui, ça me ramène un petit peu à non, ça peut être plus que ça, mais en même temps, c'est tellement différent d'une personne à l'autre que... Mais on oublie la souffrance. On oublie vraiment la souffrance. Puis moi, ce que je vois, justement, c'est que c'est un peu juste comme un état. Ah, je suis TDAH, alors que les personnes qui vivent avec cette réalité-là au quotidien, puis Oya, tu pourras me dire, c'est parce que tu accompagnes des gens qui ont un TDAH, mais il y a beaucoup de souffrance. Puis souvent, ben surtout si ça a été diagnostiqué plus tard, il y a de la souffrance, il y a eu de l'incompréhension pendant tellement d'années que ça peut être fâchant de sentir que c'est un peu banalisé, que ben voyons, il y a rien là, alors que nous, on a dû s'adapter, s'ajuster, rentrer dans le moule pendant tellement de temps, puisque les organisations sont rarement adaptées. Même tu as parlé des milieux de travail. Je pense que le fonctionnement en général des organisations ne prend pas en compte la neurodiversité, pas juste au niveau du déficit de l'attention, mais la neurodiversité en général. Donc, quand on sent qu'on n'est pas tout à fait aligné avec le moule, ben c'est nous qui devons faire le travail la plupart du temps et non pas les gens autour. Fait que c'est cette souffrance-là, je trouve, qui n'est peut-être pas assez véhiculée. On n'en parle pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Définitivement, je pense qu'on réalise pas à quel point que le déficit d'attention peut avoir un impact majeur là, au niveau relationnel, des finances. Moi, quand j'étais jeune, je pensais comme qu'à 18 ans, j'allais être safe, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Puis, il y a beaucoup de souffrance aussi dans les attentes que je constate qu'on va avoir envers nous-mêmes. Des fois, il y a des femmes que j'accompagne qui ont un TDAH qui bâtissent leur vie comme s'il n'y en avait pas. C'est ça qui fait en sorte que tu es constamment ramené à un sentiment d'échec. Fait que même si, mettons, tu es entrepreneur, que tu dis, OK, ben moi, je suis entrepreneur, je fais mon horaire, ça correspond mieux à ma neurodiversité, mais qu'au final, tu as des attentes qui sont complètement démesurées puis que tu oublies, quand tu fais ton horaire, de prendre en considération ton déficit d'attention parce que tu le connais pas assez bien. Ça l'amène, ça aussi, beaucoup, beaucoup de souffrance qui peut être diminuée, selon moi, par la connaissance de soi, la compréhension de son propre fonctionnement. Puis à partir du moment où tu comprends ton fonctionnement, je pense que tu as moins besoin de dire ben moi j'ai un TDAH, tu peux dire à la place ben voici comment je fonctionne puis voici ce dont j'ai besoin. Parce que même dans le milieu de travail, des fois tu vas dire j'ai un TDAH, j'ai besoin de ça. Ça m'est arrivé récemment dans un contexte de stage, j'ai dit à mon enseignante associée que j'avais un déficit d'attention, je lui ai nommé de quoi j'avais besoin puis je comprends vraiment bien mon déficit d'attention. Mais elle, ça lui a amené tellement de préjugés par rapport à moi, par rapport à mon fonctionnement, que je pense que même dans un milieu de travail, si tu le nommes, tu vas vivre un peu les étiquettes puis les répercussions qui viennent avec. Tandis que si tu dis, mais moi, j'ai besoin d'un horaire flexible, ça me convient pas, tel élément, voici comment je fonctionne, ben la personne va voir si vous êtes un bon match, oui ou non, puis elle va être moins portée, selon moi, à te donner les étiquettes qui viennent avec un diagnostic parce que cette personne-là comprend pas assez bien ce neurotype. De prendre pour acquis certaines choses, parce que quand tu parles d'étiquette, le danger que ça a aussi, c'est que là, la personne, elle se met un peu à penser à ta place ou à prendre des décisions à ta place, de dire, ben, tu sais, j'y demanderai pas ça parce qu'elle a un TDAH. Je ferai pas, alors que c'est pas vraiment pas ça qu'on souhaite. Puis on s'entend que ce que tu nous dis, c'est valable pour tout le monde. Peu importe. Diagnostic, pas diagnostic, d'être capable de communiquer ses besoins, d'apprendre à se connaître son fonctionnement et de le communiquer. Si tout le monde faisait ça, juste au niveau du fonctionnement, des relations, de la productivité, on serait ailleurs, là, on serait vraiment ailleurs. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a peur d'en parler, on a peur d'être jugé. Puis là, je peux comprendre ce que ça ajoute de plus
quand il y a un diagnostic parce qu'on sait pas comment la personne le perçoit, c'est quoi les croyances, les pensées qu'elle a par rapport à ce diagnostic-là. Il y a toujours un risque. Fait que là, on se retrouve face à un paradoxe. On s'entend qu'en milieu scolaire, par exemple, avoir un diagnostic peut aider à aller chercher plus de services, à devoir peut-être moins s'expliquer, justifier. Et d'un autre côté, on a un peu l'effet inverse de nommer peut aussi amener des jugements, des préjugés et rendre les choses plus difficiles. Mais là, on fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne par rapport à ça? Patricia, par exemple, toi, qu'est-ce que t'en penses comme parent? Ben c'est sûr que nous, tu sais, le diagnostic a accéléré beaucoup de choses au niveau de justement du plan d'intervention qu'on n'avait pas. Ça faisait quelques années que c'était difficile puis qu'on ne réussissait pas à avoir les bons outils pour travailler. Mais puis surtout avec mon grand là, tu sais, on utilise ce diagnostic-là justement comme boîte à outils parce que ça nous permet d'avoir des ressources qu'on n'aurait pas, mais on le nomme jamais. Tu sais, je veux dire, moi, je lui dis toujours, tu sais, tu ne parles pas nécessairement de ton TDAH, tu sais, puis on parle beaucoup de tout ce que ça apporte de bien, tu sais, sa créativité, sa façon d'être spontané, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui sont belles dans cette façon-là de fonctionner du cerveau aussi. Fait qu'on travaille beaucoup sur ces forces-là qu'il a, mais tu sais, c'est ça, il va pas à l'école en disant « moi, j'ai un TDAH », mais c'est sûr que ça l'a aidé vraiment là au niveau du plan d'intervention, d'avoir des ressources, mais d'avoir des ressources aussi au guichet de santé mentale, au CLSC aussi, ou ça prenait un diagnostic, une voie officielle en fait pour avoir ces ressources-là qu'on n'aurait pas aujourd'hui si on l'avait pas fait. Mais l'étiquette à la maison, on la porte pas. Ben, on l'a, mais on ne la porte pas. C'est juste vraiment pour aller chercher cette boîte à outils-là qu'on l'utilise en fait. C'est comme ça qu'on l'utilise. Là, on parlait d'étiquettes, de jugements, de préjugés. Il y a beaucoup de croyances justement associées à ça. On entend des choses. Karine, de ton point de vue, ce serait quoi les principaux malentendus, là? Ce qu'on associe peut-être au TDAH qui fait pas de sens parce que clairement, ça s'adresse pas forcément à tout le monde. As-tu des exemples? Eh ben, je pense qu'il y en a plusieurs qui s'adressent pas à tout le monde. C'est dur à dire parce que je pense qu'Aya l'a dit un peu tantôt, tu sais, il y a tellement de contextes, de facteurs internes, externes qui peuvent ramener les gens vers des symptômes. Mais c'est sûr que, tu sais, des journées, tu sais, même en ayant des outils, là, vous parlez de boîte à outils ou de stratégie ou de, tu sais, même en ayant des outils, ben il y en a quand même des journées chaotiques qui sont là puis qui vont continuer d'être là puis c'est correct. Fait que je pense que c'est un peu ça qui se manifeste pas chez chaque personne, tu sais, c'est de le comprendre au quotidien puis de tout le temps rendre ces outils-là un petit peu routinières, mais des fois il y a des journées où ça va vraiment pas bien aller pour X raisons. Je pense que c'est pas la même chose en fait pour tout le monde, je veux pas dire pour quelqu'un de normal, mais quelqu'un qui a pas de TDAH. Ben, tu sais, ça peut être aussi, OK, toi, tu as un suivi, tu as des outils, mais malgré tout, tu y arrives pas ou tu es encore dans l'une. Voyons donc, tu fais pas d'efforts, tu fais pas ce qu'il faut pour t'en sortir. Moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça, puis pas juste par rapport au TDAH, là, par rapport à plein d'autres réalités, mais aussi, on sait que, puis ça a été longtemps comme ça, peut-être que ça évolue, mais qu'on a longtemps associé le TDAH à hyperactivité, bouger beaucoup, pas écouter en classe, aux garçons aussi. Et ça a peut-être fait en sorte que ça a été très long avant qu'on commence à réellement diagnostiquer les filles parce que les drapeaux rouges se levaient pas aussi vite ou de la même façon parce qu'elles fonctionnaient très bien en classe malgré tout. Toi, Aya, qui a un diagnostic depuis que tu as 6 ans, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tes parents sont allés consulter? Est-ce qu'il y avait des drapeaux rouges qui étaient présents à ce moment-là? Plein. Un champ de drapeaux rouges. Dans le fond, moi, j'avais beaucoup de difficultés, effectivement, à fonctionner au quotidien. Donc, je vivais beaucoup d'échecs, entre guillemets, que ce soit au niveau social, à la maison, à l'école. J'avais vraiment de la difficulté moi, j'ai l'hyperactivité très physique. Fait que je tombais en bas de ma chaise. J'avais de la difficulté à faire ma routine du matin. Je pleurais souvent parce que je me sentais différente, je me sentais pas bien. Je sentais que j'arrivais pas nécessairement à correspondre à certaines exigences ou certaines attentes, puis ça me rendait extrêmement triste. Ma mère, qui était dans le domaine de l'éducation, a décelé ça, puis elle a décidé de m'amener voir des neuropsychologues, un médecin. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de suivi qui a fait en sorte qu'ils ont vu que j'avais un TDAH. Puis tantôt, vous parliez de diagnostic à l'âge adulte, mais
je veux rappeler que le diagnostic, quand on est enfant, amène son lot aussi de difficultés. Puis j'entends tellement souvent des gens dire « Ah, ben, si seulement j'avais eu mon diagnostic étant plus jeune, ça aurait été plus facile. » C'est pas vraiment le cas. Puis chaque situation, elle est différente. Je pense qu'il faut juste apprendre à accepter. Voici, moi, je l'ai eu à 6 ans. C'est venu avec son lot de défis. Ou je l'ai eu à 55 ans. Ça vient avec ces défis-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec? Ah, j'aime ça ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est des enjeux qui sont différents de le savoir, de pas le savoir. Non, ça amène pas les mêmes enjeux, mais c'est des enjeux pareils. Puis on n'est pas là pour essayer de hiérarchiser qui a souffert le plus ou qui a eu les enjeux les plus pénibles au final. Effectivement, chacun l'a vécu un peu à sa façon dans son contexte aussi. Mais là, toi, t'accompagnes des gens qui ont un déficit de l'attention. T'en as sûrement parmi ces personnes-là qui avaient peut-être moins de drapeaux rouges évidents à déceler. Est-ce que ces personnes-là, justement, t'as l'impression que ça a peut-être été plus long, plus difficile pour eux d'avoir des réponses, étant donné que c'était comme pas évident? Oui, il y a des gens que je connais qui savaient très tôt qu'elles ne correspondaient pas aux normes, que leur fonctionnement était différent, qui ont vraiment appris à vivre avec au jour le jour sans avoir les étiquettes puis à développer des outils. Il y a d'autres personnes qui avaient des indices mais que les parents voulaient pas aller vers le diagnostic parce que c'était pas nécessairement accepté ou c'était vécu comme un échec. Les parents avaient de la difficulté à faire face à ça. Donc l'enfant a grandi sans outils, sans ressources, en souffrant effectivement de cette différence-là, sans avoir de soutien de sa famille ou de son environnement. Donc, il y en a qui ont des drapeaux rouges, mais qui c'est pas nécessairement les drapeaux rouges qu'on voit dans le DSM-5. Fait que tu parlais des femmes tantôt, il y a beaucoup de femmes qui vont vivre l'hyperactivité différemment et le DSM-5 se base beaucoup sur le cliché du petit garçon qui est hyperactif dans une classe. Mais les femmes vivent le TDAH différemment. Chaque personne vit le TDAH différemment. Il y a des hommes aussi qui vont le vivre cette hyperactivité-là vraiment de façon cognitive. Puis il y a des femmes qui vont être comme moi plus hyperactives au niveau moteur. Je pense que il faut vraiment aller voir c'est quoi son propre fonctionnement puis essayer de comprendre puis de trouver des stratégies à travers ça. Et j'aime dire qu'un diagnostic, c'est pas une image figée dans le temps. Un diagnostic, c'est comme l'ombrage que tu vois de toi-même dehors. Ça ne définit pas la quantité incroyable de subtilité, de beauté, de couleurs, de traits que tu as. Ça fait juste dresser un portrait des défis que tu as en ce moment. Puis même si tu fais un diagnostic aujourd'hui et que ton plus grand défi, c'est l'attention, ça se peut que dans 2 ans, tu aies plus de difficultés avec l'impulsivité, puis il faut accepter ça. Il faut accepter que ce qui ressort d'un diagnostic, ça sera pas éternellement vrai. Il faut constamment se poser des questions puis se dire comment est-ce que je vis mon TDAH, même avec les enfants avec qui je travaille. Tu sais, tantôt, on se disait, est-ce qu'on le dit, on le dit pas? J'essaie de leur apprendre à voir qu'est-ce qui se passe, à observer, puis à nommer, OK, maintenant, j'ai besoin d'une pause. Donc, ça leur permet d'apprendre à prendre du recul, de pas rentrer nécessairement dans la stigmatisation de « je suis trop énervée, voici qu'est-ce qui se passe », puis ça devient comme un petit peu un cercle vicieux. Fait que vraiment, individuellement, que chaque personne développe cette conscience-là puis cette capacité de recul-là qui est un grand défi pour les gens qui ont un TDAH. Mais ça se peut, puis je crois que c'est vraiment ça qui est très aidant. Très pertinent comme partage. Je te remercie. Patricia, tu as 3 enfants. Les 3 ont un diagnostic de TDA ou avec ou sans H, les 3, je sais pas. Avec et les 3 plus avec impulsivité, ouais. OK, mais ils sont quand même 3 êtres uniques. Bon, tu as 2 jumelles, oui. mais ça reste 3 êtres uniques. Est-ce que comment ça s'est passé, en fait, le processus de diagnostication avec tes enfants, tes réflexions autour de tout ça? Ben pour mon grand, ça a été plus long parce que ça a été beaucoup plus de démarchage vu que on était vraiment dans on ne sait pas parce qu'il y avait tellement de facteurs. Tu sais, comme Oya disait tantôt, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que, tu sais, à un moment donné, c'était un peu de l'essai-erreur. Il était petit aussi, il avait 6 ans là à l'époque. Et on a, juste pour dire, là, été dans le processus jusqu'à ses quasiment 11 ans
parce que lui, ben c'était sa sphère sociale qui était très affectée. Donc, tu sais, la sphère sociale, selon le neuro, Parce qu'il réussit bien à l'école, ton fils. Très bien, très bien. Donc, c'est ça. Fait que c'était vraiment socialement, puis ça a commencé à apparaître il y avait 2 ans. Tu sais, il y avait des gestes bizarres, il interagissait pas toujours de la bonne manière et tout ça. Fait que, rendu à 11 ans, on a réévalué plusieurs choses, dont l'autisme, la tourette et le TDAH pour reconfirmer finalement son diagnostic à cet âge-là. Fait que lui, ça a été plus long. Puis après, ben pour les filles qui sont complètement différentes parce que elles, socialement, elles fonctionnent super bien. J'en ai une qui est très, très impulsive, l'autre qui est très verbomoteur, donc qui parle tout le temps, coupe la parole, prend beaucoup de place. Fait que tu sais, après ça, ben le diagnostic a été plus facile parce que ben on avait les ressources, on avait aussi le pied un peu dans le système là, si on veut. Donc ça a été plus facile après de faire la fratrie parce que mon grand était passé par là. Donc, mais ils sont 3 enfants complètement différents. Les drapeaux rouges sont complètement différents aussi. Fait que de notre Fait que ça, c'est expérience, important de le nommer justement parce que la diversité, ben c'est l'unicité de chaque être aussi. tellement. Je pense qu'à partir du moment où il y a des inquiétudes, je pense que ça vaut toujours la peine d'aller questionner, d'aller creuser, d'aller chercher, tu sais, sans forcément attendre d'avoir atteint un nombre XY de preuves ou de drapeaux. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais rien à perdre déjà d'en glisser un mot au médecin de famille ou d'en parler avec des personnes qu'on connaît qui ont certaines ressources, certaines connaissances autour de nous. Je pense que c'est gagnant déjà de pas rester pris avec des inquiétudes en pensant qu'il faut attendre un moment X, que là, ça va être le bon moment pour aller chercher des réponses. Mais Je pense c'est pas facile, Annie, de faire, tu sais, en tant que parent, de se dire, on va aller chercher des réponses. Tu sais, on le fait pour nos enfants parce que on aimerait pouvoir les outiller. Puis c'est vrai ce que Karine disait tantôt, tu sais, des fois, l'organisation fonctionne super bien, mais change une chose dans l'organisation, par exemple, la boîte à lunch. Là, tu viens de changer tellement de trucs parce que tu as ajouté un élément, enlevé un élément. Fait que oui, tu sais, c'est pas parfait, puis ça va être à remettre toujours, tu sais, comme on track, si on veut, tu sais, tout au long de sa vie, c'est de l'utiliser puis de s'en servir, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment d'une personne à l'autre là complètement différent. C'est pas facile comme parent, il y a des deuils. Il y a des deuils comme parents, mais il y a aussi des deuils comme personne qui reçoit ce diagnostic-là. Peut-être qu'on les conscientise moins à 6 ans là, sur le coup, mais en vieillissant, on les réalise peut-être de plus en plus. Puis ça m'amène à te passer la parole, Karine, parce que tu as été diagnostiquée plus tard. Donc, est-ce que tu as ressenti qu'il y avait certains deuils ou tu as juste vu ça comme « yeah, tu sais, j'ai des réponses puis je comprends » ou ça l'a amené certains deuils pour toi? Ben c'est sûr que moi, quand que je l'ai reçu, le diagnostic, ça a été un gros soulagement juste parce que je comprenais quelque chose. Puis j'avais comme un départ sur je peux commencer quelque part pour comprendre puis trouver des outils. Je pense que moi, c'est un de mes je suis tout le temps à la recherche d'une façon pour m'organiser ou changer quelque chose. Je pense que c'est juste un état normal quand on apprend quelque chose, mais ça, tu sais, oui, il y a eu des deuils, puis je pense qu'il y en a un petit peu tout le temps. Puis, tu sais, tantôt, vous avez nommé quelque chose, les filles, par rapport, tu sais, je sais pas si c'est Aya ou Patricia qui l'a dit, là, je m'en rappelle plus, mais les défis qu'on vit, puis que des fois, ça va être un autre plus tard. Puis, tu sais, il y a plusieurs comorbidités, des comorbidités qui s'ajoutent à ça aussi des fois. Fait qu'on est tellement différents. Mais il y a tu sais, moi, quand j'étais jeune, je faisais, je pense, 20 heures de danse par semaine. Donc, ça contribuait beaucoup à mon énergie, mon hyperactivité, à focusser sur quelque chose que j'aime. Fait que cette chose-là faisait en sorte que mes déficits étaient peut-être un petit peu plus atténués. Tandis qu'en vieillissant, ben il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Là. Tu sais, il y a mon conjoint, des fois, qui m'aide à gérer certains déficits. Fait que je pense qu'on a tellement des facteurs externes qui permettent de atténuer certains déficits aussi. Fait que, tu sais, oui, il y a des deuils par rapport à tu sais, je me suis déjà dit, en fait, faites le deuil que j'aurais jamais des grandes études, mais pourtant, dès que j'ai trouvé un milieu d'études qui me passionnait, ça a complètement changé. Fait que, il y a des choses comme ça qui peuvent changer d'une journée à l'autre. Fait que c'est dur, je pense, de répondre à cette question-là. Ben, c'est parce qu'en même temps, tu sais, oui, il y a peut-être des deuils qu'on fait avec nous-mêmes, avec les attentes qu'on avait, mais ça reste que j'aime ce que tu dis parce qu'il y a de l'espoir aussi. Tu sais, dans le sens que c'est pas catégorique de dire ça sera jamais possible. Tu sais, après ça,
Après ça, je pense que c'est toujours d'être dans l'auto-observation, de voir ce qui fait du sens avec nous aussi, avec nos capacités en ce moment, mais ça veut pas dire, comme Oya a dit, que si là, ça semble pas possible maintenant, ça le sera jamais. Tu sais, ça vaut la peine, je pense, de revérifier, revalider certaines choses, de continuer de se poser des questions, d'apprendre à se connaître. Ça, c'est un processus de toute une vie. Ça s'arrête pas à un diagnostic une fois. J'ai des réponses maintenant, c'est fini. Tu sais, je pense que voilà. Tu as nommé quelque chose tantôt par rapport à... Ça m'a comme donné les larmes aux yeux, mais on se donne tellement des objectifs par rapport en se comparant ou par rapport en oubliant qu'on a un déficit puis qu'on a certains défis par rapport à ça. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on fait ça au quotidien. Fait que, ouais. Mais parlons de santé mentale, les filles, parce que bon, vous le savez, vous êtes sur Foutrement vrai, qui est un podcast dont la mission principale est de briser les tabous autour de la santé mentale. Toi, Karine, tu nous as parlé de comorbidité. Effectivement, il peut y avoir plein d'autres enjeux de santé mentale autour d'un déficit de l'attention. En ce qui te concerne, de ton expérience, ça a été quoi tes principaux défis reliés à la santé mentale dans ton parcours? On parle à moi? Oui, on parle de toi. Moi, c'est la pression que je me donne de tout le temps performer. Ça, c'est sûr. Je m'épuise souvent à long terme. Donc, performance, parce que j'ai jamais été la meilleure, j'ai jamais été ici. Donc là, j'ai besoin de performer. Donc, anxiété de performance, trouble alimentaire, ça a été pas mal les défis parce que je suis très, 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 très émotionnelle. Donc, quand on le gère pas, c'est dans la nourriture. Puis ouais, je dirais que c'était ça les principaux défis de mon côté. Merci, Karine. Oya, si tu veux nous partager d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel, puisque tu as quand même accès à l'histoire, au vécu de tellement de gens autour de toi qui ont cette réalité-là, est-ce qu'on peut faire des liens avec certains enjeux de santé mentale qui sont quand même assez souvent fréquents chez des personnes qui ont un déficit de l'attention? Oui, par souci de confidentialité, je pense que je vais choisir de partager mon vécu à moi. Mais il y a une statistique que j'avais quand même envie de vous nommer avant ça, c'est que il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui a dit que le taux de mortalité par suicide chez les personnes avec un TDAH est 2 à 3 fois plus élevé. Bon, ça en dit long déjà, merci. Effectivement. Et moi, étant plus jeune, quand j'ai reçu mon diagnostic, je m'en voulais personnellement. Donc, je m'en voulais de pas être comme les autres enfants. Je m'en voulais de ne pas arriver à fonctionner pareil comme eux. J'aurais tellement aimé ça, faire en sorte que mes enseignantes soient fières, d'arriver à tisser des liens plus solides avec mes amis de classe. Et je pense que c'est quelque chose qui est super tabou, là. J'en parle pas souvent, mais ça existe. Je m'en voulais, donc j'ai commencé super tôt à avoir des problèmes d'automutilation. Je pense que c'est vers l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, puis c'est quelque chose qui m'a poursuivi jusqu'à l'âge de 21 ans. Et c'est, en plus, avec la médication, il y a Strattera qui est un médicament qui peut être controversé. Et moi, quand j'ai arrêté Strattera, j'ai eu comme vraiment un sentiment différent. J'ai recommencé à respirer, mais j'ai eu beaucoup de pensées suicidaires. Et l'automutilation, c'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est plus quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose c'est un peu comme une addiction. C'est mettons quelqu'un qui est alcoolique va peut-être repenser à aller consommer, à aller boire. Mais moi, si ça va vraiment pas, j'ai l'idée qui vient automatiquement dans ma tête et j'ai vraiment appris à l'intégrer comme quelque chose qui fait partie de moi. Donc maintenant, je sais quoi faire quand ça arrive, j'ai plein de ressources, j'ai des actions claires, les gens autour de moi le savent et savent comment réagir, puis je le sais que ça passe. Je sais que ça finit par passer, mais c'est vraiment comme un signal d'alarme qui me dit « Hey, en ce moment, ça va pas, il y a des éléments dans ta vie qui fonctionnent pas, il faut faire quelque chose. » Puis les gens qui ont un TDAH vont avoir souvent plus de problèmes de consommation. Je pense qu'on peut se servir de ces problèmes-là aussi comme signal d'alarme, comme une ressource. Des messages du corps aussi, tu sais, qui dit, c'est comme, oups, il y a quelque chose là qui est en train de dériver, mes besoins sont peut-être pas répondus, je m'écoute pas, je me respecte pas. Donc, j'aime que tu dises aussi qu'à un moment donné, tu sais, au lieu de juste se battre pour essayer de faire disparaître, c'est de dire, c'est là, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour me protéger, pour atténuer à l'interne, mais à l'externe aussi, avec les ressources que j'ai autour de moi, les gens qui peuvent m'aider. Oui, puis ça fait du sens avec les femmes avec qui je travaille ou quand je travaille avec des jeunes ou même par rapport à mon propre vécu. Tu
ça fait du sens qu'on ait de la difficulté à bâtir cette confiance-là, qu'on arrive à s'en vouloir, à culpabiliser, parce que il y en a plusieurs qui vont avoir de la difficulté à accepter qu'ils sont pas neurotypiques, à accepter qu'ils sont neurodivergents. Moi, à partir du moment où je me suis dit, OK, je suis neuroatypique, voici comment j'existe, et c'est tout. C'est tout. J'essaie plus de correspondre à un moule qui me convient pas ou qui me rend malheureuse. J'essaie pas de faire telle ou telle chose parce que c'est ça qui est attendu dans la société. Si ça ne me convient pas, puis quand il y a quelque chose que je veux vraiment faire ou un but que j'ai envie d'atteindre, je le sais que je vais être capable de dépasser ma zone de confort, mais ça va être toujours dans le respect de mon propre fonctionnement. Fait que je pense qu'il faut vraiment s'accepter pleinement, accepter le déficit d'attention, se dire voici ce qui fait partie de moi, un peu comme un coloc, on apprend à habiter avec. Mais si tu as un coloc et tu essayes tout le temps de le mettre dehors, ça se peut qu'il soit pas content. Fait que là, tu as encore plus de manifestations, puis ça devient pire. J'aime beaucoup l'image. C'est comme ça dans les couples aussi. Si on veut toujours changer l'autre continuellement, ben où est-ce qu'au finalement on arrive à avancer ensemble? Ça amène un défi supplémentaire. Merci pour ton partage. C'est précieux. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça va résonner aussi énormément. Donc, j'apprécie que tu te sois ouverte sur cet aspect-là. Patricia, qui a 3 enfants différents, ton plus vieux étant au secondaire, et on connaît les enjeux qu'amène aussi l'adolescence au niveau que ce soit de la santé mentale, que ce soit de la socialisation. Est-ce qu'il te nomme des choses? Est-ce qu'il verbalise des défis qu'il rencontre actuellement? Oui, ben je pense que son plus grand défi sera toujours celui qui est social. En fait, c'est vraiment son plus grand défi. Puis ça m'a vraiment touché ce que Aya a dit parce que on a traversé il y a pas longtemps justement une grosse étape, pas très le fun, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment socialement là qu'il va devoir, je pense, avoir à s'adapter toute sa vie, ne sait pas toujours comment le faire non plus. Mais ce qui est très lourd aussi, c'est beaucoup le jugement des autres qui vient souvent de quelqu'un qui est neurotypique, là, parce que c'est normal, on ne comprend pas quelque chose souvent qu'on ne vit pas au quotidien. Donc, je pense que dans ce qui est difficile au niveau de sa santé mentale, c'est de se faire accepter dans une étape de vie où l'acceptation des autres est tellement importante. Tu sais, comme l'adolescence, c'est ce qui nous définit, on dirait, à ce moment-là de notre vie, jusqu'au jour où on apprend à être soi puis à devenir comme une personne à part entière. Mais tu sais, l'adolescence, c'est vraiment difficile. Fait que je dirais, c'est ça le plus dur en ce moment. Oui, ça me touche parce que j'ai une grande fille qui passe par ces étapes-là aussi, puis que continuellement le dilemme aussi à savoir est-ce que j'en parle pas, à qui j'en parle, comment j'en parle. Faut que personne voit que la TES vient me chercher dans mon cours. Donc tu sais, c'est oui, ça amène son enjeu parce qu'à la base, même pour les personnes neurotypiques à l'adolescence, il y a énormément des fois de jugement, hein, on se fait traiter de toutes sortes de choses. Donc il y a ces peurs-là aussi, puis se faire retirer du groupe, être rejeté, c'est comme le plus grand drame. Puis des fois, comme adulte, on le réalise pas, on banalise ça chez nos jeunes, on dit ben voyons, c'est pas grave, mais c'est comme c'est tellement comme un apocalypse. Fait que c'est pour ça qu'ils tiennent souvent tellement à correspondre à certaines choses, à vouloir des vêtements comme les autres parce qu'ils ont ce besoin, ce craving d'être acceptés par le groupe. Est-ce que tu le vois ça chez ton garçon? Ce désir de ressembler à ses pairs, ce désir de faire partie du groupe? Oui, ça c'est sûr que tu sais c'est quelque chose qui lutte continuellement, mais comme tu sais c'est ça socialement, il est pas très bon socialement. Tu sais il y a de la misère à moins habile comme peut-être. s'intégrer. Oui, il est moins habile, c'est ça je voulais dire. Fait que mais tu sais étant dans un collège privé par exemple, au niveau de tout ce qui est vestimentaire, ça nous sauve vraiment là-dessus parce que tout le monde est habillé de la même manière. Donc tu sais il y a pas d'expression au niveau de certains groupes, mais oui, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et pas facile même pour le parent. En tout cas, si je parle pour ma part, ça nous amène aussi d'autres défis, pas toujours simples parce qu'on les aime tellement puis on voudrait tout le temps justement les protéger d'un cocon de Watts. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours idéal non plus de le faire. Tu sais, c'est important qu'ils puissent vivre leurs expériences aussi, mais bref, merci de ton partage. Les filles, on est déjà rendues à la conclusion. J'aimerais ça si vous aviez en fait un message que vous aimeriez transmettre, mais aux personnes, justement, neurotypiques, pour qui
c'est pas toujours clair, c'est pas toujours évident de se mettre à votre place, d'avoir cette compréhension-là de votre mode de fonctionnement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ce qui serait important pour vous? Je commencerai avec Karine. Mais en fait, moi, le message que j'aimerais beaucoup partager par rapport à ça, puis c'est surtout en lien avec la connaissance de s'éduquer parce que, of course, que quelqu'un dans leur entourage qui est en prise avec un déficit de l'attention, avec cette réalité-là, puis de juste mieux s'éduquer, juste parce que ces personnes-là, oui, vivent avec un défi, mais peut être un défi pour eux aussi, pour les aider à mieux être outillés. Je pense que dans tous les aspects de sa vie, que ce soit, ça peut juste être bénéfique, en fait, ça peut juste être un avantage, soit par rapport à la relation, soit par rapport à la relation de travail, que peu importe c'est qui cette personne-là, puis ça peut juste être un baume sur le cœur de l'autre personne. Oui, parce que j'ai envie de dire que c'est lourd pour la personne de toujours avoir le rôle d'éduquer les autres. Puis que je pense que tout le monde en société, on a la responsabilité de s'éduquer sur les différences. Parce que, tu sais, une personne qui vit une différence, de toujours être celle qui doit expliquer à tout le monde, à un moment donné, ça demande énormément. Ça met beaucoup de pression. Puis c'est pas vrai que c'est juste à eux de le faire. Tu sais, je pense que dans une société qui se veut inclusive, où tout le monde a envie de reconnaître les autres à leur juste valeur, on a tous un rôle à jouer au niveau de l'éducation. Je pense que c'est essentiel. Puis merci de nous le rappeler, Karine. C'est tellement important. C'est sûr qu'on a quelqu'un, que ce soit au travail, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, qui vit avec cette réalité-là. Peut-être pas diagnostiquée, mais qui vit avec cette réalité-là quand même. Puis déjà d'avoir une meilleure posture d'écoute, puis de savoir, tu sais, comment est-ce qu'on peut être un allié, comment est-ce qu'on peut soutenir au lieu d'être dans le jugement de la personne. Je pense que ça va nous aider de façon générale, de toute façon, peu importe la réalité des autres qui sont devant nous aussi. C'est sûr qu'une petite contribution à ce changement-là, puis c'est ça, c'est un beau baume pour les autres. Merci, Karine. Oya. Moi, j'invite les gens à observer avec curiosité, à arrêter d'essayer de changer les personnes neurodivergentes. Moi, c'est comme ça que j'existe et si ça ne te convient pas, c'est correct. C'est correct, mais lorsqu'une personne te montre ses couleurs, lorsque tu observes une toile, est-ce que tu vas essayer de rajouter du rouge par-dessus? Je pense qu'on devrait apprendre à apprécier la personne dans son ensemble pour ce qu'elle est. Ça aide à diminuer les attentes, à être plus surpris et à arrêter d'essayer de changer parce que si tu combats le TDAH d'une autre personne, tu vas constamment être déçu puis tu vas amener l'autre personne à vivre un sentiment d'échec. Plus tu mets en lumière les oublis, les erreurs entre guillemets ou les défis d'une personne qui a un TDAH, plus cette personne-là va concentrer son attention sur ce qui s'est passé de négatif et plus il y a de chances que ça l'augmente. Fait que si tu fais juste me dire que je fais des gaffes, je vais probablement en faire plus parce que je vais essayer d'en faire moins puis finalement, ça va faire l'effet inverse. Fait que juste d'observer avec curiosité puis d'essayer d'apprendre la personne, peu importe qu'elle soit neurodivergente ou pas, je pense qu'il faut réapprendre à voir les gens pour ce qu'ils sont puis juste les accepter comme ils sont. Ouais. Wow! Merci. C'est un très, très beau message. Patricia, as-tu envie de parler aux parents, par exemple, oui, c'est ça, qui nous écoutent? Moi, j'ai envie de parler aux parents. En fait, je pense que ce qui me tente le plus, c'est les avis non sollicités. Tu sais, de me faire donner des conseils parce que mes enfants, encore à l'âge qu'ils ont, me font une crise en public ou me faire dire que je suis pas assez sévère, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez... Tu sais, ça, là, arrêtons ça. Puis, je ne donne aucun conseil non sollicité non plus à un autre parent qui a un enfant neurodivergent. Je veux dire, tout le monde fonctionne différemment. Quelque chose fonctionne chez moi, fonctionnera pas ailleurs. Donc, tu sais, je parle toujours de ce qui fonctionne bien chez moi dans ma dynamique avec mes petits êtres humains. Mais après ça, je dis toujours, tu sais, d'aller chercher les ressources dont ils ont besoin pour leur situation à eux. Donc, je pense que mon mot de la fin, c'est arrêter les avis non sollicités. On peut-tu faire ça dans tous les domaines, please? On envoie le message à l'univers. Entendez ce message. Tu sais, si on ressent vraiment une envie de donner une opinion ou un conseil, tu sais, il y a une étape très simple, pas compliquée, c'est de demander la permission. Si la personne n'a pas l'ouverture, n'a pas envie, c'est correct, elle a le droit de pas avoir envie de le recevoir, ce conseil-là
là, elle a le droit de dire non, mais demandons-le parce que oui, des fois, ça peut être utile. Puis non seulement demandons-le, mais aussi mettons des bémols, encore une fois, de dire ce qui marche pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi. Donc, ce n'est pas une vérité que je te partage. Je te partage mon expérience, ce que j'ai exploré, expérimenté. Peut-être que ça pourrait être utile. Peut-être que non. Pas. Essayons peut-être, mais demandons-le d'abord. Merci énormément, Patricia, Oya, Karine, d'avoir contribué à cet épisode-là qui, je sais d'avance, de par le contenu, de par ce que vous avez dit, va trouver résonance énormément pour beaucoup de gens. C'était un épisode qu'on m'a demandé, qui était très attendu et il y a tellement de beaux messages qui vont même au-delà, je pense, de toute la question du déficit de l'attention et qui pourra résonner pour beaucoup. Alors, merci d'avoir été là, de vous être prêté au jeu et très, très hâte d'avoir des retours donc à toi qui nous écoutes présentement. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, faut pas hésiter. Les 3 invités d'aujourd'hui vont être identifiés dans le descriptif sous l'épisode avec les liens pour les rejoindre. Si tu as envie d'aller jaser avec elles, d'apprendre à les connaître, de pousser ta réflexion, ce sera toujours bienvenu. En tout cas, je parle pour vous les filles, j'espère que oui. Peut-être que non. Définitivement. Oui. Mais Toujours, bref, toujours. je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses en lesquelles on croit, en parlant plus, en ouvrant la discussion. Donc, soyez pas gênés de poser vos questions. Alors, sur ce, je souhaite à tout le monde de prendre soin de soi, de continuer juste de se donner de l'amour, c'est ce qui fait du bien. Puis je vous dis, ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.